Alors, en ce lundi de Pentecôte, eh bien, nous allons continuer de célébrer le 150e anniversaire des impressionnistes. Et puis, les impressionnistes, on les connaît, on court après dans tous les musées en ce moment, Mélina Corsi. Et on en a parlé il y a peu de temps. Et on va continuer à en reparler, parce qu'il y a une très très belle exposition à Honfleur. Il y a un très beau festival sur toute la côte normande. D'ailleurs, la côte normande, nous allons en parler aussi au cours de cette émission. Et puis, il y a un impressionniste moins connu, ou inconnu. Mais en tout cas, un type formidable. Stéphanie Chardot-Bottéry, bonjour. Vous publiez Gustave Caillebotte, l'impressionniste inconnu, chez Fayard. C'est une formidable biographie parce que le type est formidable. C'est vraiment un copain, on se fait un copain. Il aide les gens, il a de la fortune, il n'a pas besoin de travailler, il travaille, les tableaux ne se vendent pas, il les achète au prix fort, les tableaux de ses copains, et d'ailleurs certains de ses tableaux aussi, pour faire monter la cote. Puis à côté de ça, il est marin, il aime les voiliers, il va faire construire des voiliers, il va être architecte de ses propres voiliers, et puis qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il fait de la philatélie. Imaginez-vous que le fond de la collection de philatélie à British Library, c'est la collection Caillebotte. Enfin, c'est un type formidable. Et horticulteur. Et horticulteur à Gennevilliers. Et alors, il est toujours super sympa, il est avec son frère, ils s'entendent très très bien, et il meurt à 45 ans. Voilà, oui. Vous avez tout résumé. Mais vraiment, on se fait un bon copain en lisant votre bouquin, Stéphanie Chardot-Bottéry. Mais merci beaucoup. C'est un homme passionné dans tout ce qu'il faisait. Ouais. En fait, et un homme droit. Oui. Un homme droit, il fait sympa. On le voit sur la couverture d'ailleurs avec son chien devant le Louvre, son chien qui s'appelait Bergère. Et il parle à son chien. Il en avait plusieurs. Il est beau, il est élégant. Enfin, c'est un type merveilleux, Mélina. Alors, c'est un type merveilleux qu'on découvre avec beaucoup de plaisir, parce que parfois vous le décrivez, parfois vous donnez des détails de leur vie familiale avec sa mère Céleste, ses deux frères, un qui était pianiste, et donc beaucoup d'art dans cette famille déjà, et beaucoup aussi de religion, parce qu'il y a le prêtre qui n'est pas loin, jamais très loin, Alfred. Le demi-frère. Et ils ont fait construire à Hyères, donc dans leur maison, spécialement une chapelle. Le père des frères a fait construire exprès une chapelle à Hyères pour que son fils puisse dire la messe quand il était en vacances. Donc il était très catholique. Parce que son père était veuf 2 fois. Oui, c'est ça. Il faut préciser que les enfants d'un premier lit, d'un deuxième lit, d'un troisième lit, c'est vraiment la faute à pas de chance, il était veuf. Eh bien, ça n'a pas empêché une grande unité dans cette famille. Tout à fait. Ouais. Et c'est très frappant, ça m'a beaucoup frappé. Alors, par rapport à la personnalité de Gustave Caillebotte, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est quelqu'un de déterminé. Oui. Il décide de se mettre à la peinture alors qu'il est élève en droit. Il s'aperçoit que ce qu'il apprend à l'académie ne correspond pas à la peinture naissante, avant-gardiste. Alors il décide de changer, donc il change. Alors il réfléchit comment il peut changer, parce que c'est quelqu'un qui met en œuvre tout pour arriver à ses fins. À chaque fois, oui. Dans toutes les passions, il cherche comment y arriver, et il y arrive en fait. C'est tout à fait extraordinaire, ça. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'arriver sur le plan social, c'est pas du tout. C'est d'ériger son art à ce qu'il veut faire. C'est ça. C'est ça qui est étonnant. Oui. Être le meilleur, en fait. Enfin, pour lui-même. Oui. Voilà, c'est ça. Arrivé alors il y a cette exigence. Il y a son père Martial qui le soutient énormément, ce qui était rare, qui était un chef d'entreprise, un entrepreneur qui a très bien réussi. Il avait une boutique qui était nommée le Lit Militaire, qui était située 152 rue du Faubourg Saint-Denis. Et lorsque, en 73, il meurt, Gustave Caillebotte hérite, alors qu'il y a de nombreux enfants, il hérite quand même d'une grande fortune, avec beaucoup d'immobilier aussi. Oui. Donc ça lui permet de vivre. Ça lui permet de vivre, de sa mère aussi. Ils vivent ensemble avec ce frère dans ce grand appartement du boulevard Haussmann. Enfin, tout ça est très familial, amical, fraternel, sympathique en fait. Pas de conflit. Non, il n'y a pas de conflit, non. Apparemment, ça ne ressort pas du tout dans le livre. Tout le monde était tolérant. Voilà. Oui, c'est ça. Tolérance.
Alors, donc lui, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment Caillebotte s'intéresse à ce groupe impressionniste, finalement, parce que il décide de quitter, finalement, cette Académie des Beaux-Arts pour voler un peu ses propres ailes, à l'instar de ceux qui ont quitté ce petit groupe qu'on appelait les intransigeants, qui ont décidé de quitter le salon. Le salon, parce qu'ils n'étaient pas admis au salon, mais surtout, leur maître, Gleyre. Ils étaient ensemble chez Gleyre, Cisner, Renoir, Monet, ils étaient tous ensemble, et ils décident de faire leurs œuvres par eux-mêmes. Mais ils n'ont pas le sou, ils ne sont pas reconnus, enfin c'est très compliqué ce début. Et Caillebotte s'y intéresse parce que c'est Degas qui les fait rencontrer. Voilà. Donc là, il y a des scènes dont vous pouvez un petit peu parler, dans ce fameux café. Oui, au Café Gerbois. Voilà. En fait, Degas présente Caillebotte à tous les autres. Et Degas avait connu Caillebotte grâce à Henri Rouart, qui habitait dans la même rue que les Caillebotte. Donc il y a Henri Rouart qui présente Degas qui présente aux autres. Et donc ils sont tous, ils se réunissent le soir au Café Gerbois pour finalement faire des théories sur la nouvelle peinture. Chacun avait son point de vue. Chacun avait finalement, c'était pas une école à part entière, mais chacun avec leurs points de vue différents, ils ont réussi finalement à créer un mouvement. C'est ça, un mouvement, mais dans lequel chacun est très très indépendant quand même. C'est pour ça, voilà. C'est ça, et on voit bien dans tout le récit, à travers la figure de Caillebotte, que vous décrivez tout à fait de manière intéressante, on voit bien quand même que ça tiraille, notamment pour ces fameuses expositions impressionnistes, puisque la première a eu lieu en 1874, c'est celle qui est actuellement en rétrospective et reconstituée au musée d'Orsay, actuellement, dont on a parlé il y a 15 jours ici. Et dont on va reparler au mois de juillet. Voilà. Absolument. Mais c'est à U et à Dia entre eux. Alors, la première exposition, ils ont évidemment reçu des colibets de toute la critique. Les gens y allaient pour se moquer. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Mais ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que, par exemple, Caillebotte, qui a pris conscience de la précarité de ses amis peintres qu'il estime profondément sur un plan humain et sur un plan artistique. Il y a une vraie amitié. Oui, c'est qu'il va à leur rescousse tout de suite. Alors, par exemple, en 1874, il décide d'aider ce groupe d'artistes en qui il croyait, je vous lis. Il allait se constituer une collection, mais en fait, dans le fond, au départ, il n'est pas du tout collectionneur. Non, pas du tout. Dans sa famille, ils n'étaient absolument pas collectionneurs de peinture. Non, donc, en fait, il se rend compte de leur fragilité financière. Et Monet, combien de fois, lui écrit des billets, j'ai besoin d'argent. Alors, on a plein de petits mots, donne-moi 20 francs, 10 francs, 15 francs, c'est tout le temps, presque. Donc là, je découvre que le loyer de Monet, 17 rue Moncey, c'est Caillebotte qui l'a payé. Et indéfiniment comme ça. Donc en fait, il était vraiment toujours là. Ainsi que l'atelier rue Vintimille après. Voilà. En 1877, il a déjà peint les raboteurs de parquet, qui est une scène de travail avec des ouvriers, vous savez, qui poncent le parquet. Et en 1877, il peint rue de Paris, temps de pluie, une vue de Paris sous la pluie, avec des passants et des calèches. Je vous cite Stéphanie Charnoz-Bottéry. Monet avait apporté quelques pages écrites par Zola. Il posa le journal sur les genoux de Gustave, qui eut la surprise d'apprendre que l'écrivain avait finalement pensé du bien de ses œuvres. « Enfin, je nommerai M. Caillebotte, écrit Zola, un jeune peintre du plus beau courage et qui ne recule pas devant les sujets modernes grandeur nature. Sa rue de Paris, par un temps de pluie, montre des passants, surtout un monsieur et une dame au premier plan, qui sont d'une belle vérité. Lorsque son talent se sera un peu assoupli encore, M. Caillebotte sera certainement un des plus hardis du groupe. Vous voyez, lui soutint Degas, il ne faut pas perdre espoir. Un jour, nous voudrons de l'or. Tout est dit. Tout est dit. Mais c'est merveilleux. Parce que Zola faisait partie de la bande. Oui. Hein, il signait des papiers Claude, sous le nom de Claude, et il les suivait complètement. Et il va tout raconter dans l'œuvre, le 14e roman des Rougon-Macquart. Oui, et puis comme eux, il se saisit de sujets modernes, qui sont les sujets de la classe ouvrière, comme par exemple Germinal, évidemment. Et en fait, Caillebotte a plongé complètement dans cette tendance-là, avec ses raboteurs de parquet. Avec des travailleurs comme ça, personne à la base s'est dit, mais qui va mettre ça sur ses murs? C'est ça. C'est vraiment un sujet qui était atypique. Exactement. Et puis, le seul qui le faisait aussi, à l'époque, c'était Degas. Parce que Degas avait fait cette repasseuse, qui est d'ailleurs exposée à Orsay actuellement. Et ce sont les mouvements justes des travailleurs qu'on ne voit jamais et qu'on ne met jamais sur des tableaux. On ne les regarde même pas dans la vie courante, on ne va même pas les mettre sur les murs de l'appartement. Voilà.
Ah oui, parce que ça sent la sueur. Voilà, c'est ça. sûr. Absolument. Oui, les personnes, les collectionneurs voulaient rêver, ils voulaient pas voir des travailleurs On préfère une femme nue transpirants. plutôt que des dos d'hommes transpirants, enfin des dos d'esclaves, finalement. c'est ça. Alors, on parlait de sa générosité, mais allons plus loin. Il va rentrer au conseil municipal de Gennevilliers. Oui, Et puis, il y a une taxe qui passe, il démissionne. Et je vous cite encore, dommage, le conseil comprit un peu plus tard qu'il avait perdu au change. Beaucoup le regrettèrent en affirmant « Jamais on ne vit pareil élu ». Pour ne pas être tracassé par la paperasserie administrative ou être obligé de se livrer à des vérifications de mémoire, il payait tout de ses propres deniers, l'éclairage, les cailloux de la route, l'habillement des pompiers. Une fois, entre autres, il trouve que la commune manquait de bec à gaz et sans attendre les décisions de ses collègues, il les commande de sa propre initiative, prenant naturellement tous les frais à sa charge. C'était l'ombre de Mécène au pays de Cocagne. Magnifique. C'est magnifique. Et pour une pauvre petite taxe, eh bien, ils ont vexé Caillebotte qui était contre cette taxe qui sur les bateaux, etc., qui n'était pas intéressante. Et donc Caillebotte dit, bon, là on se fout de moi. Donc, alors les bateaux, justement, vous en parlez. C'est un navigateur passionné. Plusieurs de ses tableaux témoignent de sa grande passion pour la voile. En 1876, il s'inscrit au Cercle de la voile de Paris, le CVP. Il participe à de nombreuses régates en France. Il est animé par l'esprit de compétition, encouragé par des tas de prix qu'il remporte d'ailleurs. Et il s'équipe de nouveaux bateaux, de plus en plus performants. C'est lui qui travaille les performances. Il achète son premier bateau de régate en 1878 et décide de l'appeler Iris. Et plusieurs autres suivront souvent avec des noms très originaux comme Rosebif, Cublan ou Condor. Il a réalisé 40 tableaux sur le thème de la voile, dont l'une des premières qui est intitulée Voilier à Argenteuil vers 1888. Et donc il est passionné de nautisme. Il a marqué son époque en tant qu'architecte naval et régatier, et puis il est devenu carrément vice-président du Cercle de la voile de Paris en 1880. Donc il est passionné par son sujet. Oui, une nouvelle passion, encore une. Encore une, c'est ça. Et voilà. dans votre livre, Stéphanie Chardot-Bottéry, votre livre Gustave Caillebotte, l'impressionniste inconnu, on le voit attablé à Gennevilliers. En train de dessiner. Mais Gustave à sa table d'architecte naval. C'est-à-dire que c'est pas son atelier d'artiste. De peinture, non. Non, là, c'est vraiment sa table d'architecte naval. Oui, avec ça, c'est des petites règles spéciales conçues pour dessiner les bateaux. Il avait une nouvelle casquette. Il est patent, ce type. Il est formidable. Et ça aussi, c'est un reflet de la modernité. Finalement, l'impressionnisme, c'est l'aventure de la modernité, c'est le reflet de la modernité, mais qui déjà existait dès 1830 en littérature, avec Balzac, Baudelaire, etc., et qui continue son chemin. Mais la difficulté, c'est que les peintures, on les met sur les murs dans nos appartements, donc c'est difficile d'exhiber ces nouveaux sujets. Et je trouve que Caillebotte, dans ce groupe d'impressionnistes, a quand même une place particulière, dans la mesure où lui, il s'intéresse véritablement à Paris. Ah oui, c'est le peintre de Paris. C'est le peintre de Paris. Contrairement, Monet aussi a peint bien sûr Paris, Manet, etc., les autres, mais il y a beaucoup de paysages chez Monet. Chez Manet, il y a beaucoup d'intérieurs, d'opéras et de femmes dans des cafés, par exemple. Lui, il est vraiment typiquement intéressé, je dirais, aux pavés parisiens, aux toits en zinc de Paris, au granit des trottoirs, il y a des tableaux qui sont juste des simples balcons, des simples pavés. Aux vues d'en haut plongeantes. Oui, parce qu'elle a contre-plongé. Et au fer. C'est ses caractéristiques. Oui, et au fer avec le pont de l'Europe. Tout à fait. Ce sont tableaux modernes. Et ça, c'est vraiment les gares à Paris, c'est le signe de la modernité. Quand Monet peint les gares Saint-Lazare en 1877, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Monet s'intéresse à la machine à vapeur, il s'intéresse à la fumée, il s'intéresse à l'atmosphère et à la manière dont la fumée, qui n'est rien, devient tout dans le tableau. Et Caillebotte, lui, s'intéresse aux croisillons de fer du pont. De manière finalement architecturale. Oui. C'est ça. Un peu comme un peu peut-être assez mathématicienne, si on veut. C'est ça, tout à fait. De même que ces grandes vues du haut du 16e étage de son atelier en perspective sont absolument impressionnantes. C'est des vues, des vues d'urbanistes, en fait, ou d'architectes. Parlons sentiments, si vous le voulez bien. Alors que Gustave avait toujours défendu l'importance de son indépendance, sa liberté étant son moteur, il ne pouvait s'empêcher de penser à cette jolie Anne-Marie Hagen, qui se faisait appeler Charlotte Berthier. Il l'avait rencontrée un an auparavant.
auparavant chez les amis, lors d'une soirée parisienne où elle jouait un petit rôle sur scène. Cette charmante actrice demi-mondaine le séduisait car elle était aussi drôle qu'ingénue. Son esprit fin le faisait fondre et c'était la première fois que son cœur battait vraiment. Elle avait de très grands yeux bleus qui accentuaient un regard profond, des boucles châtain clair qu'elle ramenait en chignon, une taille fine et de très belles mains. Malgré les 15 années qui les séparaient, il décida de l'emmener avec lui lors de vacances d'été à Villers-sur-Mer. Il dut obtenir au préalable le consentement de sa mère, avec qui elle vivait. Il louait alors 2 chambres, et avec le plaisir de partager avec elle repas et promenades quand il ne régatait pas. Il partait à Deauville ou Trouville déguster des huîtres en fond de mer. Parfois, Martial les accompagnait. Lang Lang au piano qui joue Claude Debussy, cette rêverie, c'est vraiment l'impressionnisme en musique et c'est tout Villers-sur-Mer, cette merveilleuse barque qui flotte sur l'onde légère. Voilà, on s'y croit. C'est tout Villers-sur-Mer et c'est tout Caillebotte aussi, dont la maison à Villers-sur-Mer, enfin la maison qu'il empruntait domine la mer et c'est une maison qui est très très belle et que j'aime beaucoup regarder et croiser. Alors revenons, si vous le voulez bien, à Gustave Caillebotte. Donc il allait avec cette femme à Villers-sur-Mer et ensuite il va l'épouser. Comment ça se passe? En fait, il y a une petite lettre qui dit à Monet moi, si tu savais ce que je me fiche des conventions. Voilà. Il n'a jamais voulu l'épouser. Et finalement, ils n'auront pas d'enfants. Ils n'auront pas d'enfants. Alors, par contre, deux fois, il a fait son testament dans lequel il lui léguait une grosse somme tous les mois, si possible livrable tous les 15 jours parce qu'elle était assez dépensière, et une maison. Voilà. Donc quand il est décédé... Donc, encore une fois, la générosité.
Ah oui. C'est Et puis, fou, hein. donc c'est qu'il aimait, c'est qu'il voulait Oui, pas se oui, cacher. Mais il s'est dit, bon, moi, j'ai pas besoin de me marier avec elle. Il ne voulait pas avoir une femme au quotidien, peut-être. Pourtant, elle vivait au Petit Gennevilliers. Pourtant, elle vivait avec lui. Ben oui. Alors, quand même, il y a quelque chose il a qui pas eu m'a... le temps. Oui. Peut-être, c'est ça. Il a pas eu le temps de Parce se marier. qu'évidemment, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais il meurt à 45 ans. 45 ans. Et elle était encore toute jeune. Donc, Ouais. peut-être qu'il Elle a 15 ans de moins. C'est ça. Donc elle a 30 ans. Donc, elle a 30 ans. Donc, Quand il ils meurt. auraient peut-être pu se marier. Je sais pas. Ouais. Ça, on peut pas inventer. Ouais. Et il y a quelque chose qui est frappant aussi dans sa vie, enfin qui m'a frappé par rapport à que j'ai découvert dans ce livre, c'est sa hantise de la mort. Oui. Parce qu'en fait, il perd son jeune frère René à 26 ans. Il avait une grande complicité avec Martial, Oui. son frère, mais le plus jeune René était un peu différent quand il le peint d'ailleurs devant la fenêtre et tout. Nostalgique un peu. Oui, il le décrit comme... Enfin, on Marseille, sent- il y a Rigati avec lui. Oui. Hein. Oui, mais on sent qu'il n'est pas tout à fait dans le même mood que les deux autres frères. Voilà. Oui. Bon, ce René qui meurt très jeune. Et on sent tout de suite que Caillebotte est saisi par cette angoisse de la mort, cette idée de la mort, en disant mais est-ce que je vais mourir moi aussi très jeune? Et à ce moment-là, sa réaction, enfin ce que vous décrivez dans le livre, c'est qu'il faut absolument sauver l'impressionnisme. Voilà. Donc, Oui, il le lendemain décide, de la mort lendemain, de son frère, il écrit son testament. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et que fait-il? Il lui dit si moi aussi je meurs, parce qu'il est mort de manière très foudroyante, si ça m'arrive dans un mois, 2 mois, il pensait qu'en 78, enfin 2 ans après, il était mort. Donc il s'est dit toute ma collection et tous les impressionnistes vont en pâtir, donc je lègue à l'État tout ce que j'ai. Et avec une grosse somme d'argent, il léguait une de ces sommes pour pouvoir faire des expositions. C'est ça. Donc en fait, il a décidé de se léguer et Voilà. du coup d'agrandir sa collection. Exactement. C'est-à-dire Voilà. que ça a déclenché chez lui un réflexe de collectionneur tout à fait extraordinaire. Alors qu'à la base, il n'achetait que pour aider. Voilà. Et il s'est dit, tout ce que j'ai là, il va falloir que j'en fasse Voilà. une collection. Donc il me manque des 2 gars, il va avoir 2 gars, il achète des 2 gars. Et du coup, il complète sa collection. Et il en fait le legs par testament au musée du Luxembourg, qui sera aussi ensuite au Louvre, Voilà. avec l'obligation que les œuvres soient exposées, Voilà. et non pas dans les greniers. C'était l'obligation principale. Voilà, c'est qui ça. a fait crier beaucoup de gens. Et c'est ça. Ouais. Et ça, c'est quand même extraordinaire d'aller jusque-là. Donc peut-être que les impressionnistes, s'ils existent toujours aujourd'hui, c'est peut-être parce que notre ami Caillebotte était derrière. Mais- Pour les accompagner, parce que lorsque Dreux en Ruelle, par exemple, va aux États-Unis avec nous partons chez les sauvages, ils hurlent l'un d'eux, le marchand avait toutefois réussi, je vous cite, à emporter en bateau 310 œuvres, dont 10 Caillebotte. Oui. Et là, ils vont avoir un succès fou aux États-Unis, alors qu'ils ont eu un mal considérable en France. Oui. Et je pense que si Caillebotte n'avait pas collectionné les œuvres qu'il a collectionnées, qu'il a léguées finalement à l'État, et qu'il veut pas des gros chefs-d'œuvre comme le balcon de Manet, les régates Argenteuil de Monet, le déjeuner, la gare Saint-Lazare de Monet, et toutes ces œuvres seraient aux États-Unis aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on peut dire aussi. Oui. Et le balcon de Manet, il a beaucoup hésité, parce qu'il Oui. avait décidé d'acheter un Manet. On voit bien la figure de Manet, qui est quand même la figure de Proulx, Ah oui, qui est celui qui veut quand même entrer par la porte officielle au salon, dans la peinture officielle, mais qui a quand même une espèce de bagou, de charisme, qui mène quand même tout ça avec un esprit assez alerte. Oui. Et au fond, il commence par acheter un Manet. Tout à fait. Le balcon. Le balcon. Oui, Oui. tout à fait. Ouais. Et qui était une œuvre d'écrit à l'époque. Oui, bien sûr. Personne n'aimait le verre, le regard des femmes. Tout à fait. Pourquoi il y avait 2 femmes sur un balcon. Enfin, c'était, Et puis c'est la première fois qu'on voyait Berthe Morisot. Tout à fait. Ouais. Parce qu'il en a fait Ouais. beaucoup de portraits ensuite. Après. Oui. Alors lui-même peint un homme au balcon en 1880. Oui, plusieurs. On a un portrait d'un homme se tenant sur un balcon Oui. et Oui. plusieurs. Oui, plusieurs. Expliquez-nous, Stéphanie Chardot-Bottéry. Il aime peindre de haut pour voir le réel du haut et pour casser la perspective. Là aussi, c'était un point de vue novateur. Oui. Et il avait été beaucoup décrié en disant mais qu'est-ce que c'est que ces petites lichettes? On voit des hommes, on dirait, ça ressemble pas à des hommes, ça ressemble à des petites bêtes ou des petites araignées. Et je pense qu'il trouvait il montait de plus en plus haut sur les toits. Il allait chez ses amis qui avaient des ateliers assez haut placés pour pouvoir peindre de haut et pour donner cet angle assez amusant, trouvait-il finalement. Je sais qu'il y a un de ces tableaux où il y a son atelier et on voit au fond qu'il a des œuvres japonisantes. Oui. Donc il s'est peut-être aussi un peu inspiré de ces perspectives japonisantes.
étudiante. Mais donc, il a trouvé que ce sujet était assez intéressant. Alors, on aura l'homme au balcon, on aura le jeune homme à la fenêtre, on aura la vue de toit de 1878, qui est une vue très pittoresque des toits de Paris. Et puis, oui, encore une fois, il aime les dégagements. La contre-plongée. La contre-plongée. Et ça, c'est tout à fait original parmi toute la bande. Oui. C'est très original. Et parmi toute la bande, il a été aussi celui qui s'est le plus battu pour organiser les expositions impressionnistes. Et oui. Il a essayé de les rameuter, de les rassembler. C'est lui qui va organiser l'exposition. Il y en a qui boudaient. 1877, 1879, 1880 et 1882. Il en fait 4. On a payé une grosse partie, oui. il louait les salles, il envoyait les cartons. Mais il aimait ça. C'est un homme de communication avant l'heure. C'est ça, peut-être, oui. Non ? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, en octobre prochain, on fêtera les 130 ans de sa mort. Et il y aura une grande exposition. Au musée d'Orsay. Voilà. Et c'est une grande rétrospective. Une grande rétrospective très spéciale. Alors, le thème, c'est peindre les hommes. Parce qu'en fait, il y a eu des expositions sur donc les bateaux, les fleurs, les natures mortes, les jardins, mais pas finalement l'être humain en tant que tel. Et il a peint beaucoup d'êtres humains. Beaucoup de portraits. Oui, beaucoup de portraits. Ouais. Donc, c'est à partir du moment où il y a des êtres humains, les tableaux seront exposés. Donc vous avez par exemple des régatiers, la partie de bateau qui a été acquise par le musée d'Orsay, justement René à la fenêtre qui a été acquise par le Getty. Voilà, c'est et c'est une exposition qui partira ensuite aux États-Unis. Tout à fait, Chicago et Los Angeles. Et votre livre, Stéphanie Chardot-Bottéry, Gustave Caillebotte, l'impressionniste inconnu, publié chez Fayard, sera traduit en anglais pour accompagner toute la collection de votre arrière-grand-oncle. Arrière-arrière-grand-oncle aux États-Unis. Merci beaucoup, Mélida Courcy. Merci encore, Stéphanie Chardot-Bottéry, et bravo pour ce merveilleux portrait. Merci Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain mardi, je recevrai Victor Pouchet pour son roman L'Option légère, publié par Gallimard. Prenez bien soin de vous et des autres, je vous embrasse.